Assalamu alaikum. Les ressorts de torsion se divisent en trois parties. Les ressorts de torsion cylindrique aspire, les barres de torsion et les ressorts de forme spirale. Dans ce tuto, nous allons aborder les ressorts cylindriques de torsion. Avant tout, je dois vous signaler que je préfère toujours dans mes tutoriels commencer par une présentation du thème sous forme théorique, afin que je puisse faire des rappels à mes étudiants de la spécialité génie mécanique. Aussi, j'utilise parfois des références et des catalogues, quand c'est possible bien sûr, pour rester dans les situations réelles de modélisation. Ça va allonger plus ou moins les tutos pour les abonnés qui préfèrent passer directement au dessin. Je leur demande de m'excuser et de patienter un peu. Les applications des ressorts cylindriques de torsion sont extrêmement nombreuses. À titre d'exemple, je cite, et pour ne pas citer uniquement les exemples mécaniques, la tapette de souris, et pour des dimensions plus grandes, celle des rats. Les horribles créatures sont étouffées grâce à ce ressort-là. Aussi, je cite les pinces à linge. Grâce à ce ressort-là, le linge reste attaché. Et enfin, je cite les poignées de force de préhension, connues sous le nom hand grip. Ces ressorts sont aussi fabriqués à partir d'un fil de section généralement circulaire et formé de spires qui restent toujours jointives. Voilà, nous avons ici le diamètre du fil. Nous avons ici le diamètre d'enroulement ou bien celui de lame du ressort ou bien de l'hélice. On va le découvrir par la suite. Et nous avons ici le diamètre intérieur. Le ressort doit recevoir un axe. Ici, c'est l'emplacement de cet axe-là. Le diamètre de l'axe doit être plus petit que le diamètre intérieur du ressort afin de tenir compte de la contraction sous charge. Il y a risque, bien sûr, de coincement. Ils sont conçus pour résister aux forces de couple provenant de deux directions. Alors, ils doivent être soutenus en 3 points. Voilà le premier point P1, le point P2, celui de l'axe, et le troisième point P3. Et on va découvrir ça sur cette petite illustration. On voit ici que le ressort est préchargé avec une force F0 comme tous les ressorts. La variation ou bien le chargement est fonction de l'angle d'enroulement alpha et sa déformation. Là, le chargement maximal. Là, le chargement est à moitié presque. Et là, on voit ici la variation du chargement en fonction de l'angle. On examine ici quelques formules utiles qu'on va utiliser dans nos calculs. Ici, nous avons l'angle d'enroulement alpha qui fonctionne de la force et du module d'élasticité et bien sûr des caractéristiques géométriques du ressort. Ici nous avons la raideur K qui est exprimée en fonction du moment de flexion et l'angle d'enroulement alpha. Nous avons ici la contrainte maximale de flexion qui doit rester inférieure à la résistance pratique par extension et on voit ici l'apparition d'un coefficient de concentration de contrainte. Nous avons ici l'énergie stockée qui est exprimée en fonction du moment de torsion et de l'angle d'enroulement alpha. Là, nous avons quelques configurations avec les angles libres des ressorts de torsion, suivant bien sûr les applications de ce ressort-là. Pour la détermination du coefficient de concentration de contrainte, nous utilisons les graphes issus de l'expérimentation. Nous avons ici deux courbes. La première courbe est celle des ressorts à section circulaire et la deuxième courbe est celle des ressorts à section rectangulaire, dont l'épaisseur est petit a. Ce graphe est exprimé en fonction du rapport des dimensions et là nous avons la valeur du coefficient de concentration de contrainte. On passe à la disposition des branches. Les extrémités des branches n'ont de limite que votre imagination en fonction de votre application. Toutefois, il est possible de distinguer 4 principaux types de branches. Nous les avons ici. Le premier type, ce sont des branches tangentielles de torsion. Ici nous avons des branches axiales. Ici nous avons des branches radiales et ici nous avons des branches radiales vers l'intérieur. Celle-là, c'est vers l'extérieur. Et chaque type, nous avons plusieurs configurations. Ici, les branches sont décalées. On voit ici l'angle de décalage. Dans la conception de ce type de ressort, un certain nombre de considérations sont à prendre en compte. Nous avons en premier la réduction du diamètre intérieur qui doit être prise en compte dans l'application que vous envisagez.
Déjà, nous avons évoqué ce point. Les spires doivent être conçues adjacentes pour réduire les pertes par frottement. La longévité ou bien la durée de vie d'un ressort de torsion dépend de l'angle de torsion. Cet angle peut être utilisé à 100% en chargement. Là, on peut arriver à 100 000 cycles. Si cet angle n'est utilisé qu'à 80%, la durée de vie peut augmenter jusqu'à 200 000 oscillations en charge. Et en dernier lieu, nous avons le traitement de surface. Pour des utilisations particulières, ces ressorts nécessitent un traitement de surface, soit pour la corrosion, soit pour améliorer la dureté de la surface ou la résistance à l'usure, ainsi que la réflectance ou bien la couleur. Il est temps de passer à la modélisation de ce type de ressort. On va essayer de dessiner ensemble au moins ces 4 modèles-là et je vous laisse le soin de terminer les autres configurations et ça va vous servir d'entraînement. On commence par le premier type et comme nous avons l'habitude de réaliser nos modélisations, nous allons utiliser un catalogue uniquement pour ce premier type et choisir ses dimensions. Je signale encore que ce n'est pas une publicité pour ce fabricant, c'est juste un choix parmi plusieurs d'autres. C'est un ressort de torsion, voilà sa référence, son matériau. Ce qui nous intéresse ici, c'est le diamètre du fil. Il est de 4 mm et nous avons un diamètre intérieur qui va recevoir l'axe qui est de 17,5. Nous allons examiner tout ça en détail sur cette figure-là et nous allons réaliser toutes ces cotes-là et arriver enfin au poids total de ce ressort. Nous allons passer à la zone graphique de SolidWorks. Alors je commence par choisir le plan de face. On va dessiner un cercle qu'on va coter, on va lui donner une cote. Et pour insérer cette cote, nous avons un diamètre intérieur du ressort de 17,5. Et puisque nous avons choisi un fil d'acier de diamètre 4 mm, donc on va ajouter 2 fois 2 mm, donc nous aurons 21,5 mm. Là, c'est le diamètre de base sur lequel on va installer notre hélice. On va passer en isométrie et on va insérer une hélice. Donc je vais inverser la direction. On va paramétrer cette hélice. On va se baser sur une hauteur et un pas. Pourquoi ? On va revenir sur notre dessin et vous voyez ici la longueur LK0, c'est la longueur du corps sans charge. Nous avons ici 37 mm. 37 mm, c'est-à-dire jusqu'à la fin. Donc nous allons soustraire 2 mm de ce côté et 2 mm de ce côté. Donc 37 moins 4 mm, nous aurons 33. Donc on va revenir ici et on va mettre une hauteur de 33 mm. Pour le pas, on va rester avec un pas de 4 mm. Voilà. Pour l'angle de départ, on va choisir un angle de 0 degré et le sens inverse comme indiqué ici. Donc c'est le sens d'enroulement. On voit ici que nous réalisons ici un nombre de révolutions de 8,25. On va examiner ça sur notre dessin. Donc 8,25 c'est le nombre de spires. Là nous avons terminé. On va valider cette hélice là. Une fois notre hélice de base est dimensionnée, nous allons passer à la réalisation des branches. On remarque ici que les branches doivent s'accrocher à ce point et à ce point. Alors, on remarque ici que les plans ou bien les plans de base, les 3 plans de base ne contiennent pas ces points-là. Pour cette raison, nous allons réaliser ces branches à l'aide de l'esquisse 3D. Donc, on va insérer une esquisse 3D. On va choisir une ligne. Là, nous sommes passés à la 3e dimension et nous sommes sur le plan X, Y. On va rester sur ce plan-là parce qu'il est correct. On va zoomer un peu, accrocher ce point-là. Il faut faire attention à l'accrochage jusqu'à l'apparition du signe prisme. Sinon, nous aurons des problèmes par la suite de la composition de notre courbe. Alors là, notre branche va avoir un prolongement suivant l'axe Y. Vous voyez ici l'apparition d'un panneau jaune sur lequel est indiqué l'axe Y. Là, je m'arrête, je cote cette branche. La valeur, elle est de 90 suivant notre catalogue. Voilà, la longueur LS, elle est de, où est-ce qu'elle est? Là, la longueur du bras, elle est de 90. Je valide cette esquisse et je passe à la deuxième. Je prends l'outil ligne, je vais zoomer un peu, accrocher ce point-là. Jusqu'à l'apparition du panneau jaune, nous sommes sur le prolongement de l'axe X. Je valide ici, je vais m'arrêter ici, je cote
La même chose, le bras a une longueur de 90 mm. Je valide, zoom au mieux. Nous avons une esquisse 3D, une deuxième esquisse 3D. Là, on va composer notre courbe pour passer au balayage. Donc, je vais indiquer la première branche, notre hélice, et la deuxième branche. On va valider. Voilà, là, l'accrochage s'est passé convenablement. Donc, si vous avez un message d'erreur lors de la composition de cette courbe, il faut revoir les points d'accrochage. Je passe à la fonction de balayage. Je vais choisir un profil circulaire de diamètre 4 mm et je vais lui indiquer notre courbe composite. On va réaliser notre balayage. Le balayage ne s'est pas réalisé. Pourquoi? Parce que nous avons choisi un pas de 4 mm et un fil de diamètre 4. On va passer à la fusion des faces tangentes. Toujours, la réalisation du balayage a échoué. Comment résoudre ce problème-là? Si on peut dire ça, on va un peu tricher sur le diamètre pour laisser un peu le passage du diamètre de 4 mm avec le pas. On va choisir par exemple 3,999. Vous allez me dire que c'est toujours 4 mm. On va essayer de voir. Voilà, nous avons ici le balayage s'est effectué normalement. On va cacher notre hélice de base. Voilà notre ressort. On va examiner cette longueur-là et par la suite, on va passer au poids. Donc, on va passer au plan de dessus. On va insérer une esquisse jusqu'à l'extrémité. Là aussi, jusqu'à l'extrémité. Et on va coter. Nous avons une valeur de 37 mm. Ça répond à notre exigence. Je vais passer à l'isométrie. Nous allons attribuer un matériau pour ce ressort-là. Le matériau n'est pas spécifié là. Et on va choisir un matériau. On va parcourir plus. Voilà la désignation du matériau de ce ressort. Suivant ces trois désignations-là, on va chercher dans notre base de données. On va choisir un acier inoxydable. C'est le 1,4310, donc c'est celui-là. Voilà. Sa masse volumique, elle est de 7900 kg par mètre cube. On va l'appliquer et on va évaluer sa masse. La masse ici, elle est de 72,03 g. Nous sommes très proches de la valeur indiquée sur le catalogue. On va essayer de choisir un autre acier pour se rapprocher de la valeur exacte. Je vais changer ce matériau là et je vais choisir notre acier SolidWorks. C'est l'acier. Je vais essayer celui-là. Nous avons le AISI 302. Nous allons choisir celui-là avec une masse volumique de 8000. Vous voyez ici la différence de masse volumique entre les bases de données. On va appliquer celui-là et on va l'évaluer. Nous avons presque 73 grammes. Nous sommes proches de la valeur du catalogue. Enfin, notre ressort est analogue à celui du catalogue. Je vous laisse le soin de réaliser les autres configurations. Deuxième configuration, c'est celle-là pour les branches axiales. On va s'appuyer sur toujours le plan de face. C'est un choix arbitraire. Vous pouvez choisir un autre plan. Je commence par un diamètre de base de notre hélice que je dois coter comme tout à l'heure, 21,5. Je passe à l'isométrie. Je vais installer mon hélice. Je vais m'appuyer sur un pas et des révolutions. Je vais choisir un pas de 4,1 pour assurer le balayage. Là, je vais choisir des révolutions 6,933. C'est un calcul que j'ai déjà réalisé avec un angle de départ de 348 degrés. On va choisir le sens des aiguilles du montre. Vous voyez ici le point de départ et vous voyez ici le point d'arrivée. Ça explique pourquoi j'ai choisi un angle de 348, c'est-à-dire une révolution de 6,933 pour avoir ces deux points coïncidents. On voit ici que les deux points, je vais zoomer encore mieux pour vous expliquer ce choix-là. Le premier point, on voit ici la valeur de X, elle est de 10,53 et celle-là aussi, elle est de 10,50, c'est-à-dire nous sommes presque sur la même valeur. Alors, je vais rabattre mes branches de telle sorte que ce rabattement va aligner les deux branches. Le choix de la valeur de cet angle justifie notre choix. On passe à l'isométrie. Nous allons passer à l'esquisse 3D. Nous allons commencer par choisir un arc 3 points pour réaliser le cintrage ou bien le coude
qui va revenir dans ce sens-là. Je suis sur l'esquisse 3D. Là, je suis sur le plan XY. Je vais changer ce plan-là à l'aide de la touche tabulation. Je vais partir dans cette direction-là, dans la direction YZ, comme indiqué sur le curseur. Je vais zoomer un peu, je vais accrocher ce point et je vais réaliser un arc. Je valide cet arc, je passe à la vue de, je crois, de droite. Voilà. Je vais aligner ces deux points suivant l'axe Z et je vais aligner ces deux points sur l'axe Y. Je vais donner une cote pour le centrage de cette branche de 2,5. Vous pouvez choisir plus. Et je termine ma branche suivant cette direction Z. Je vais donner une cote arbitraire, par exemple de 12 mm. Je valide mon esquisse. Vous voyez ici. Je vais faire la même chose sur l'autre bout. Je vais choisir une autre esquisse 3D. Je prends l'arc 3 points, accrocher ce point, revenir ici. Je commence par une erreur, donc je suis sur le plan XY. Ça va pas aboutir, je vais annuler. Je reste sur l'esquisse 3D. Je prends l'arc 3 points et je vais changer le plan. Donc je dois rester sur le plan YZ. Je zoome, voilà. Je vais sélectionner, je vais passer à cette vue-là. Comme tout à l'heure, on va aligner, l'alignement doit être sur l'axe Z et ici, l'alignement doit être sur l'axe Y. On doit coter ici, la valeur elle est de 2,5. On va prolonger notre branche jusqu'à l'apparition de la direction Z. Je cote 12 mm. Je passe à l'isométrie et on va voir ça sur la vue de face. Là, nous avons les deux branches sont sur le même prolongement. Espérons que nous n'avons pas fait d'erreur d'accrochage. Ça passe. On va passer au balayage. Là, nous avons un diamètre de 4 mm. Le balayage se fait sans problème car nous avons choisi un pas supérieur à 4 mm. On va valider, cacher les vis de base, on examine la vue de face et on voit l'alignement des deux branches sur le même prolongement. On passe maintenant à la troisième configuration, celle des branches radiales externes. On va s'appuyer sur le plan de face comme d'habitude, un cercle de diamètre 21,5 comme tout à l'heure. Et on va choisir les paramètres. On va s'appuyer sur un pas et des révolutions. Le pas, c'est 4,1 et les révolutions, on va choisir 5,25, c'est-à-dire 5 tours et un quart. Pourquoi un quart? Pour réaliser un angle de 90 degrés entre les branches. L'angle de départ, on va choisir un angle de 0 et on va rester sur le même sens. On va sortir nos branches vers l'extérieur. Comme d'habitude, on va s'appuyer sur l'esquisse 3D, sélectionner un arc 3 points. On va rester sur ce plan, il est correct, XY, ce point. Voilà. De la même manière, on va aligner ces deux points suivant l'axe X et ces points-là suivant l'axe Y. Côté cet arc, on va lui donner une valeur de 2,5. On termine notre branche ou bien on va la prolonger sur la direction X d'une valeur de 12 mm. On va valider cette esquisse. On va faire la même chose ici, donc de la même manière, et on va descendre vers l'extérieur de telle sorte que les deux branches forment un angle de 90 degrés. Une esquisse 3D, un arc de 3 points, examiner la vue d'arrière. On va aligner ces deux sur Y et ces deux-là sur X. Je cote. Là, c'est 2,5. Prolonger cette esquisse suivant le prolongement de l'axe Y. Je cote ici une valeur de 12. Je valide. Si on examine la vue de face, nous avons ici un angle de 90 degrés. On passe à l'isométrie. On va composer notre courbe pour le balayage. On va valider, ça passe. On va passer au balayage. La valeur ici, on va prendre un profil circulaire, une valeur de 4 mm. La courbe, on va lui désigner la courbe composite. Voilà votre ressort. C'est à vous de terminer les autres configurations. On passe maintenant à ce type de ressort. La même chose, sauf que le rabattement va être vers l'intérieur. On va se baser toujours sur le plan de face. Un diamètre de 21,5. On passe à l'isométrie.
notre hélice. De la même manière, on va se baser sur un pas et des révolutions. On garde le même pas. Pour les révolutions, on va choisir 5,85. L'angle de départ, je vais choisir un angle de 330. Le but, c'est de rapprocher ces deux bouts pour le rabattement vers l'intérieur. Je valide. On va commencer avec l'esquisse 3D. Je vais choisir un arc 3 points. L'arc, j'ai mal choisi le point d'arrivée. Il faut avoir un point vers l'intérieur. Je vais m'appuyer sur la vue de face. Là, j'ai pas d'alignement parce que l'axe X, il est horizontal, l'axe Y, il est vertical. J'ai pas besoin de faire les alignements, sauf que je vais tracer ma branche quelque part ici. Je vais imposer une tangence entre cet arc et ma droite. Je vais passer au ciseau pour éliminer le surplus. Ici, j'affiche les relations. Là, j'ai une tangence entre ces deux points. C'est bon. Et je vais coter. Voilà. Je passe au deuxième bout. Je vais valider ceci, comme vous voyez là. Je passe à celui-là. Donc, de la même manière, je vais choisir l'esquisse 3D, un arc 3 points. Je vais accrocher vers l'intérieur. Voilà. Je vais m'appuyer sur la vue d'arrière. Je vais ajouter une droite quelque part. Imposer ici une tangence entre ces deux entités là. Enlever le surplus. Coter ce rayon 2,5 mm. Imposer une tangence, elle est là. C'est correct. Je valide. Et je passe à la composition de ma courbe. La première esquisse, l'hélice et la deuxième esquisse. Pas choisi convenablement. Passer au balayage. Profil circulaire. On va choisir 4 mm et notre courbe composite. Le balayage ne passe pas. On peut résoudre ce problème de deux façons. La première, c'est augmenter un peu le rayon de cintrage. Nous avons choisi 2,5. Vous pouvez choisir un peu plus. Ou bien, il y a une deuxième méthode. Il faut tricher. J'utilise le terme tricher dans la conception entre guillemets. C'est-à-dire, c'est pas tricher au sens large du mot. Là, je vais diminuer d'un dixième. Donc, je peux choisir, par exemple, 3,95 par exemple. Et je vais voir. Là, le balayage passe. C'est juste pour vous donner plusieurs solutions et c'est bien de faire ces erreurs durant la modélisation. Alors, je cache l'hélice de base. Je vais m'appuyer sur la vue de face et vous avez les deux branches radiales vers l'intérieur, comme ceci. C'est à vous de réaliser les autres configurations. Parfois, un seul enroulement ne suffit pas. Alors, nous utilisons les ressorts de torsion double. Ils sont utilisés pour des couples plus élevés. Il convient de prévoir suffisamment de jeu entre l'axe et le ressort. Ils sont constitués d'un jeu de spires enroulé à droite et un jeu de spires enroulé à gauche. Ces spires sont connectés généralement avec une section non enroulée. Le couple total étant la somme des deux. Nous allons passer à la zone graphique de SolidWorks pour dessiner un modèle de ressort de torsion double. Et comme d'habitude, nous allons choisir un ressort à partir d'un catalogue. Nous avons un ressort double et nous avons les caractéristiques géométriques dont les valeurs sont indiquées sur ce tableau-là. Alors, on va choisir un diamètre de fil qui est de 4 mm, comme dans les deux départs. De mon côté, je l'ai déjà réalisé, mais on va suivre les étapes ensemble. Je passe en premier à l'hélice. Cette hélice, elle est paramétrée comme suit. Nous avons choisi un diamètre de 37,1, le diamètre de base. On va expliquer pourquoi. Donc, le diamètre ici, le diamètre intérieur, il est de 33,1 et on va ajouter 2 fois 2 le rayon du fil. Donc, ça fait 4, ça fait 37,1. Pour l'hélice, on se base sur une hauteur et des révolutions avec un pas constant. La hauteur, elle est de 26. Je vais vous expliquer pourquoi. Et le nombre de révolutions est de 6. Le départ de notre hélice va être sur un angle de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Je vais expliquer la hauteur. Pour le nombre de spires, il est là, c'est clair, c'est le nombre, il est de 6. Par contre, la valeur de 26, elle est calculée à partir de L1, la longueur totale, qui est de 92 mm, sur laquelle on va
va soustraire la valeur de L2 qui est la largeur de l'écart, bien l'écartement de 36. Donc ce qui reste, on va le diviser en deux parties, la partie gauche et la partie droite, et on va tenir compte du rayon du fil qui est de 2 mm. Pour cette raison, nous avons ici la hauteur de 26. Une fois cette hélice est paramétrée, passer aux branches rapidement. Pour les branches, on va réaliser la première branche, celle-là, et la deuxième branche avec celle de l'écartement. On revient sur. Voilà, c'est la première branche et là c'est la deuxième branche. Une fois cette partie est réalisée, on va procéder à la symétrie de ce corps. Nous avons la courbe composite qui est composée de l'hélice et il y a les deux esquisses. L'esquisse, la première branche, et là c'est la deuxième branche. Voilà, on va essayer de passer ici pour les visualiser. Donc c'est la première branche et la deuxième. Donc on va examiner la première branche. La première branche, elle a une longueur de 60. Nous avons la longueur, elle est de 60, c'est LS. C'est cette valeur-là. Une fois notre hélice est réalisée, on passe au balayage. Nous avons choisi la courbe composite et un diamètre de 4 mm. On valide. Une fois le balayage est réalisé, on va réaliser une symétrie. Pour réaliser la symétrie, celle-là, il faut avant tout créer la face de symétrie. Là, il faut insérer un plan ou bien une géométrie de référence, ou bien vous pouvez convertir les arêtes et ainsi vous allez créer un plan. Il y a plusieurs méthodes. Une fois la symétrie est réalisée, notre ressort qui prend la forme finale. Là, j'ai créé un plan ici. Vous voyez sur le dessin, c'est juste pour réaliser une gravure pour mes étudiants. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Une gravure qui porte les initiales de la construction mécanique. Une fois ce ressort est réalisé, on va s'assurer de nos dimensions. C'est-à-dire, on va choisir le plan dessus, on va insérer une esquisse, on va mesurer la distance à partir de cette arête jusqu'à celle-là. On va coter, ça doit être normalement une cote de 92. Voilà, la cote est réalisée. Aussi, on va mesurer l'écart à partir de cette ligne. Et on va mesurer, normalement, nous avons une valeur de 32, voilà. Les cotes sont réalisées suivant ce catalogue-là. Alors, arrivé jusqu'à là, au terme de ce tuto, j'espère que ça va servir par la suite et j'espère aussi qu'on va se retrouver avec une autre application. D'ici là, je vous souhaite une agréable journée. Merci encore pour votre attention.